Les décodeurs d'Atlantic Matin. Débat, analyse, opinion. Le réveil de l'info, c'est Atlantic Radio. Le paysage politique marocain accueille un nouveau-né, le Bloc populaire, une coalition entre le Mouvement populaire, le PML, le Parti marocain libre, et le PDN, le Parti démocratique national. Coalition qui promet de réinventer l'action politique. L'objectif étant, je cite, de restaurer la noblesse de la politique, rien que ça. Noble intention, certes, mais entre les déclarations d'intention et la réalité, il y a peut-être un petit écart, voire un gouffre. D'abord, le timing de l'annonce est tout sauf anodin, une coalition qui se forme à moins de 2 ans des législatives, mais qui insiste tout de même pour dire qu'elle n'a rien d'électoraliste. Soit, mais un esprit chagrin pourrait aisément y voir au contraire une tentative de positionnement stratégique en vue des prochaines échéances électorales. Une ambition légitime par ailleurs, alors pourquoi la nier, surtout quand on sait que ces 3 partis individuellement peinent à peser sur la balance de l'échiquier politique marocain. Ensuite, ce qui intrigue les uns et fait sourire les autres, c'est cette promesse de redynamiser un champ politique jugé moribond. Très bien, là aussi pourquoi pas, c'est louable, mais on ne peut s'empêcher là aussi de poser une question simple. Pourquoi maintenant ? Pourquoi ce sursaut soudain de la part de formations politiques qui ont brillé au cours des dernières années par leur absence sur la scène politique nationale et qui découvrent du jour au lendemain l'urgence de redorer l'image de la politique ? Mieux vaut tard que jamais, diront les plus optimistes, mais encore faut-il que cette prise de conscience dépasse le stade des slogans. Le plus gros défi, en tout cas pour ce nouveau bloc populaire, ne sera pas de critiquer la majorité. Tout le monde le fait et c'est très facile. Mais le plus gros défi pour ce nouveau bloc populaire, eh bien, ce serait de éventuellement convaincre qu'il incarne une alternative crédible avec des idées claires et cohérentes, des propositions solides et une réelle capacité d'action. Pour l'instant, force est de constater que ce bloc n'a de populaire que le nom. Il est 8h45 sur Atlantic Radio. On en parle aujourd'hui dans votre émission Les Décodeurs avec Aziz Bousta et Brahim Rajdi, juste après l'essentiel de l'info signé Morad Baba. Les Décodeurs d'Atlantic Matin en ce lundi 13 janvier 2025. Ravi de retrouver Aziz Bousta et Brahim Rajdi pour l'émission du lundi. Aziz Bousta à ma droite, mon confrère journaliste, fondateur du média Panora Post. Bonjour, c'est Aziz. Bonjour, c'est Adil. Bonne année, bon début de semaine. Merci. On n'a pas dit bonne année l'année dernière. Je ne sais pas, mais dans le doute. Dans le doute. Bonne année. Bonne année. Dans le doute, ça voilà, c'est ça. Ah, Adil, nos frères Amazir, très bien. Ça. Et Sana Saïda en arabe. Il y a une autre langue que vous On va souhaiter bonne année avec vos sujets que vous avez choisis aujourd'hui. En tout cas, vous êtes bien placé pour en parler. Brahim Rajdi, membre du bureau politique de l'USFP, vous êtes à ma gauche, toujours à ma gauche, et vous êtes accessoirement avocat à vos heures perdues, comme on a dit la dernière fois. Bonjour, c'est Brahim. Bonjour, c'est Adil. Bonjour, c'est Aziz. Bonjour, c'est Brahim. Alors, juste avant la prise d'antenne, c'est vrai qu'on se posait la question de savoir si c'est le sujet qui est programmé aujourd'hui est un événement politique en soi. Et je vous disais effectivement que, étant donné l'état de forme du champ politique marocain tel qu'il est, il se passe quasiment pas grand-chose, en tout cas au niveau de l'actualité partisane. Effectivement, cette annonce de la constitution, de la formation d'un nouveau bloc populaire réunissant le mouvement populaire avec les 2 autres partis, le Parti marocain libre et le Parti démocrate national, devient en soi un fait politique, non pas majeur, mais intéressant à décortiquer, à décoder. D'abord, j'aimerais vous poser une question très simple. Qu'est-ce que ça change, au fond ? Je me tourne vers l'homme politique que vous êtes, Maître Brahim Rajdi. Moi, tout d'abord, il faut souligner que, d'après la Constitution, les partis politiques jouent un rôle important dans la vie politique. Ils jouent un rôle d'encadrement de la population. La chose qui me choque ici, c'est qu'au Maroc, nous avons 35 partis. Et la plupart de ces partis sont des partis saisonniers. Ce sont des partis qui ouvrent leurs boutiques pendant la période des élections. Après, on n'entend plus parler jusqu'à la prochaine échéance. C'est salutaire que ces partis se regroupent, mais ce n'est pas la première expérience que connaît le champ politique marocain. Déjà, en 1970, il y avait la Koutla. Là, c'est Takatou. La Koutla, avec le parti d'Istiklal, l'USFP, le PPS, avec des dirigeants qui étaient pour la plupart membres du mouvement national, tels que Ali El-Fassi. Oui, mais ce n'est pas comparable. Ce n'est pas comparable, non. On parlait de partis qui avaient un poids. Cette coalition,
cette coalition a réalisé beaucoup de choses dans l'édification d'un État moderne. En 1993, il y avait le WIFAQ. Et le WIFAQ, il y avait 3 partis qui se disaient libéraux. Chaque parti se dit libéral. Il y avait le RNI, le Mouvement populaire et l'Union constitutionnelle. Ça n'a rien donné. Parce qu'à l'époque, l'USFP et l'Istiqlal se sont mis d'accord pour présenter un candidat unique aux élections législatives. J'avais le privilège et l'honneur d'être un député et de l'USFP et de l'Istiqlal à l'époque. Ça a donné des résultats positifs. J'en arrive. On n'a pas le temps. Et le WIFAQ, donc, en 2011, il y avait l'Alliance pour la démocratie avec 8 partis. Tous ces partis-là. Et en 2011, donc, c'est le PJD qui a raflé la mise. Aujourd'hui, je pense que ça ne peut être que salutaire. Oui, mais ça change Mais quoi? dans la mesure où M. Ouzine nous dit que ce n'est pas pour les élections, pourquoi faire alors? Et quid de la direction? Comment ces partis vont être direction? Est-ce que ça va être un triumvirat, comme ce qui se passe pour le pape? On a connu donc les problèmes qu'a connu le pape. Moi, je pense que c'est une bonne chose qu'il y ait une réduction du nombre de partis, qu'il y ait des coalitions, à condition que ces coalitions soient formées sur des bases objectives et non pas sur le principe de la phagocytose. Alors, le grand phagocyte le petit. Je vais reformuler ma question en espérant avoir peut-être une réponse, une analyse politique sur ce fait politique. Ça change quoi dans le sens où ce sont 3 partis dits d'opposition, en tout cas qui se présentent comme étant des partis d'opposition et qui se veulent à travers cette coalition être une force de proposition et peser sur la balance de l'échiquier politique marocain. Quand je vous ai posé la question initialement de savoir qu'est-ce que ça change, c'est justement je suis tourné vers vous, Maître Brahim Rajdi, parce que vous faites partie d'un parti membre qui est rangé du côté de l'opposition. Est-ce que à travers la création de ce bloc, les équilibres politiques seront modifiés, changés? Je ne pense pas, parce que les 2 partis n'ont pas de représentation au Parlement. Soit le Parti libéral ou le Parti... Parti PND, le Parti national démocratique n'a aucune. Le fait que vous ayez hésité sur le nom du parti, on dit long sur ça. C'est la première fois que j'entends parler de son secrétaire général. Je crois que vous n'êtes pas le seul. Aziz Boustan, est-ce que ça change quelque chose au fond sur les équilibres politiques dans l'échiquier politique marocain? Alors, d'abord, quand Brahim Rachidi a hésité sur le nom du parti, toi, Adil, tu as regardé ton papier pour lui souffler le nom du parti. Oui. Donc, voilà, pour juste expliquer aux auditeurs comment ça se passe. On ne connaît pas ces partis. On connaît pas ces partis. Méconnus, oui. Première chose. Deuxième chose, une coalition qui vient en se défendant d'y aller pour des raisons électorales ou électoralistes. On admire le IST, on remarquera le IST qui est un peu réducteur, montre qu'il y a un problème. Un parti doit dire oui, je pars aux élections, oui, Et d'ailleurs, dans votre parti, c'est Brahim Rachidi. Une fois, c'était Khawla Al-Shgar, donc je crois qu'elle est membre du groupe politique, qui a dit aux dernières élections, enfin, la préparation pendant les dernières élections, avec 20 députés, donc un groupe et qui dit nous allons remporter les élections, nous allons être dans un parti, c'est être sûr de soi, c'est y aller, c'est ne pas se cacher, c'est ne pas dire que... Première chose. Troisième chose. Mais justement, le fait, pardon, juste sur ce point, le fait de dissimuler l'intention qui peut être par ailleurs louable, c'est effectivement le rôle d'un parti politique de gagner. C'est l'objectif de gagner, de former un gouvernement. De le dissimuler en dit long sur peut-être les intentions des uns et des autres. Sur les intentions des uns et des autres, parce que bon, ils savent déjà ce qui va être dit. Ouais, bon, une coalition de plus, ouais, bon, un parti de plus, ouais, bon... Oui, ça va être dit, et ça se dit pour des blocs importants. Alors bon, le bloc de la majorité actuelle ne signifiant pas grand-chose, nous n'allons pas en parler, mais il y a les fameuses Koutla, la fameuse Koutla Wataniya des années 70, puis la Koutla Dimokratiya, années 90. Là, c'est Taktul Shabi, il restait un terme après Dimokratiya Wataniya, il fallait Shabi, donc voilà, on l'a. Mais c'est pas sérieux. Il y a eu en 2011, je pense, de mémoire, le fameux G8, avec des partis, avec une coalition faite de briques et de brocs. Et d'ailleurs, on a vu les résultats. Après, quand on voit ce que disent ces gens donc du MP, je lis mon papier, le MP c'est connu, le parti marocain libre qui était libéral avant, il est devenu libre. C'est le parti qui a été fondé par Maître Zien et le Parti démocratique national. Alors qu'est-ce qu'ils disent? On va travailler, alors on va
œuvrer à l'égalité, parité, donc du genre, sur la territorialisation, la lutte contre la corruption, la diaspora, le développement. Je ne vois pas ce que pourrait dire un autre parti, mais de toute manière, tous les partis du monde disent ça. On est bien d'accord. Donc, franchement, c'est pas du tout sérieux. J'ai été chercher un petit peu parti marocain libéral dans le rapport de la Cour des comptes. Donc l'État donne en 2022 avait donné au parti marocain libéral ou libre ou libéral marocain ou marocain libre 750 000 dirhams. Donc vous imaginez un parti qui fonctionne sur l'ensemble du territoire national de Tanja Al Ghouara avec 750 000 dirhams. C'est ce que ce parti a pris. Et puis, voilà, donc, il a donné des explications, enfin des justifications pour le Parti démocratique national, ou national démocratique, ou démocrate national. Il n'y a rien eu qui a été donné. Donc voilà, en fait, on ne comprend pas trop ce que c'est. Le mouvement populaire est un grand parti historique qui a été fait dans les années 60. 58, donc c'est Abdelkrim Al-Khatib avec Simhand Al-Ansar. Et puis en 1980. Pardon. Et puis en 86, il y a eu cette fameuse révolution de palais à l'intérieur de ce parti, où Mohamed Al-Ansar a renversé son mentor Mahjoubi Ahardan et qu'il est devenu secrétaire général de 86 à 2021, je pense, ou 2022, ce qui en faisait pratiquement le plus ancien secrétaire général au monde. Il y a Mohamed Ouzine qui arrive. En fait, vous sentez bien que je suis en train de tourner en rond. Alors, ça me fait légèrement sourire. Vous savez pourquoi? Parce que je vous voyais sourire, rien à dire. Je vais vous dire pourquoi, et je pense que les auditeurs ont senti la même chose. C'est que le sujet ou l'actualité en soi vous inspire tellement peu aujourd'hui que vous êtes obligé, que ce soit Maître Brahim Rajdi ou vous, Aziz Bousta, de parler des gloires ou des faits majeurs de ces anciens partis, en tout cas le mouvement populaire en l'occurrence. Vous êtes obligé de refaire un historique du mouvement populaire. Mais justement, la question qui peut être intéressante d'un point de vue purement politique, de l'analyse politique, c'est pourquoi le mouvement populaire, qui est un plus grand parti par sa taille que les deux autres, pourquoi c'est Mohamed Ouzine et son parti ont décidé d'intégrer, de former une coalition avec ces deux autres petits partis, entre guillemets. Dans la poursuite, ce qui a été dit par Aziz Bousta, le mouvement populaire déjà avait connu des scissions. Et du mouvement populaire, on avait le mouvement national populaire quand il y avait des problèmes entre M. Lansar et M. Hardan. Et il y avait le MDS, le mouvement démocratique social de M. Hachan. Donc la logique aurait voulu que le mouvement populaire se rapproche davantage du MDS, Mouvement démocratique social de M. Hachan. Moi, je suis d'accord, tout à fait d'accord, mais il y a une chose qui me choque. Tout parti politique vise à avoir une majorité au Parlement pour appliquer son programme. Quand M. Ouzine nous dit que ce n'est pas pour les élections, là, c'est pourquoi alors? Pourquoi il ne l'a pas fait avant? Et c'est ça ce que je ne comprends pas. Et pour moi, pour l'opposition actuelle, pour moi, c'est un non-événement. Oui, mais moi, ce que je ne comprends pas, c'est que vous ne répondiez pas à mes questions. Quelle est la question? Je vous ai posé une question très simple. Pourquoi le MP le fait? Pourquoi Mohamed Ouzine? Vous êtes capable d'y répondre vous-même? Non, mais vous êtes là pour y répondre. Moi, j'ai répondu. Je vous ai dit c'est un non-événement. Ça veut tout dire. C'est une réponse. Ça veut tout dire. Donc un parti politique qui a entendu parler avant décide d'une coalition comme ça. Parti libéral, déjà, les deux partis, je pense que le PND a un problème entre l'héritage de M. Abdellah Kadiri et l'actuel secrétaire général. Le Parti libéral, il y a un problème entre l'ancien secrétaire général, M. Maître Ziyan, et Maître Charia. Donc, c'est des petits problèmes. Moi, je pense que c'est un non-événement pour moi. Moi, je parle à titre personnel. Justement, vous êtes là pour ça, effectivement. Vous parlez en votre nom. Vous ne parlez pas au nom du parti. Ah bon? À titre personnel, c'est un non-événement pour moi, bien que je sois vraiment très favorable au regroupement et à la refondation de l'échiquier politique marocain. 35 partis, ça veut dire 35 projets de société? Non. Non. Ces partis-là doivent absolument revoir leur manière et se coaliser. 30 secondes, oui. 30 secondes. En fait, pour la question de l'effectif des partis, j'avais été chercher une fois dans les partis, dans les pays qui nous entourent. Alors, il y a la Tunisie, par exemple, qui a plusieurs dizaines de partis. Il y a l'Algérie,
plus connu sous le nom de l'autre monde, n'est-ce pas Adil? Ou les autres. Pour les autres, qui ont quelques dizaines de partis, il y a les Au Français Sénégal, qui ont vous avez 200, 70. 250 partis en France aussi. En Espagne, on connaît 3, 4, 5 partis. Donc, à la limite, avoir 35, 36 partis chez nous, c'est pas dramatique, parce qu'il n'y en a que 8 qui sont connus, qui fonctionnent, comme dans tous les autres pays. Mais c'est vrai que avoir ces 35 partis, quand on essaie de parler en lisant ce que disent les autres, dans d'autres pays, surtout au nord de la Méditerranée, ça fait sens. Il y a une certaine logique. Il y a une certaine logique. Vous savez, c'est quoi la différence? C'est que sous d'autres cieux, les 3, 4 ou 5 qui sont très influents auprès de l'opinion publique arrivent tout de même à s'adresser, à communiquer avec leurs électeurs, ce qui n'est pas forcément le cas des 8 que vous avez cités chez nous. C'est Khalé ou c'est Sharia. Aziz Boustah Brahim Rajdi dans les décodeurs de ce lundi 13 janvier 2025. On va poursuivre le débat avec vous, messieurs, juste après le journal de 9h signé Mourad Baba. À tout de suite. La suite des décodeurs d'Atlantique Matin en ce lundi 13 janvier 2025, toujours avec Aziz Boustah et Brahim Rajdi. On parle de la naissance de ce bloc populaire, de cette coalition politique entre le mouvement populaire. Je regarde mes fiches, Aziz Boustah, pour prononcer les bons termes de ces deux partis, le Parti marocain libre et le Parti démocratique national. Alors les auditeurs auront bien compris. Parti national démocratique, PND. Très bien, PND ou PDN, comme vous voulez. Les auditeurs auront bien compris que c'est un non-événement politique. C'est la conclusion en tout cas qui ressort de notre discussion en première partie d'émission. Alors, si vous le voulez bien, j'aimerais bien faire un pas de côté pour parler de l'échiquier politique marocain dans sa globalité. Ça rejoint aussi la naissance de ce bloc populaire parce que l'un des arguments avancés lors de la conférence de presse pour la constitution de cette coalition, c'est de tenter de lutter d'une manière ou d'une autre contre ce qu'ils appellent l'hégémonie politique caractérisée par certains partis, les plus grands, et notamment ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. C'est vrai qu'aujourd'hui, et là je me tourne vers vous, Maître Brahim Rajdi, parce que vous faites partie d'un parti qui se positionne aujourd'hui du côté de l'opposition. L'opposition au Maroc, elle est quasi inexistante. C'est factuel que de dire ça, tant sur les discussions des différents projets de loi, sur l'action politique au niveau du Parlement. Quand je dis qu'elle est inexistante, ce sont les chiffres qui parlent. Elle n'a aucune force ou aucune marge de manœuvre pour influer d'un côté ou de l'autre certaines décisions ou certaines actions politiques. Est-ce que vous partagez ce sentiment? Permettez-moi, cher ami Adil, pour une fois de ne pas être d'accord avec vous. Ah bah, le contraire m'aurait étonné. Tout d'abord, l'opposition. Je parle de ma paroisse, je parle de l'USFP. On n'est pas inexistant. Nous jouons un rôle fondamental en tant que parti de proposition, d'opposition et de proposition. On ne fait pas de l'opposition systématique. Je vous donne un seul exemple, le dernier. Le problème qui a eu lieu entre le ministre de la Justice, M. Ouabi, et les avocats a été résolu grâce à l'intermédiation du groupe socialiste au Parlement. C'est l'intervention du chef de groupe de la commission des lois, bien sûr, qui a servi d'intermédiaire entre les avocats et le gouvernement. Et ça a réussi parce qu'il y avait une commission mixte qui a vraiment apaisé la situation. Ouais, on est en train de... Vous comprenez le sens de ma phrase. J'en arrive. La démocratie suppose que la majorité décide à la place décide et la minorité est là pour s'opposer. Or, il y a un risque parce que certains partis de la coalition gouvernementale sont devenus hégémonistes. Je parle du RNI. Le RNI actuellement s'accapare beaucoup d'associations, d'organismes, beaucoup d'organismes, surtout les organismes sociaux, pour préparer peut-être la 2027. Et ça fait une année que le chef du gouvernement n'a pas reçu l'opposition. Alors que Sa Majesté et la Constitution marocaine dit que l'opposition doit jouer un rôle fondamental. Le chef du gouvernement... Mais la Constitution ne dit pas que le chef du gouvernement doit accueillir les leaders de l'opposition. L'un n'empêche pas l'autre. Oui, quand la Constitution dit que l'opposition joue un rôle fondamental, écoutez l'opposition, ne suivez pas ses conseils. Parce qu'il y a beaucoup de lois qui peuvent passer à l'unanimité, et notamment le prochain code de la famille. Comme je l'ai dit ailleurs, le code de la famille, c'est un code pour tous les Marocains. Il faut qu'il y ait un consensus entre l'opposition et la majorité. Ce n'est pas parce que vous avez la majorité numérique que vous pouvez décider ce que vous voulez.
Oui, mais quand vous avez la majorité numérique, vous gouvernez, vous menez la politique que vous voulez. C'est Oui, la règle de la preuve, c'est que la démocratie, ouais. politique qui est menée actuellement, et si on la compare avec les propositions faites lors des élections, vraiment, on Oui, est mais loin de tout je ça. vous pose la question sur l'état de forme, si j'ose dire, de l'opposition sur l'échiquier politique marocain. Vous me parlez de l'hégémonie de la majorité au pouvoir. Alors, en ce C'est pas qui la même concerne chose, mon hein. C'est parti, très révélateur d'ailleurs sur en ce qui le... concerne l'USFP, nous sommes l'un des partis, le parti qui bouge le plus Ah bon? sur la scène nationale au niveau de la réorganisation de nos circuits, au niveau de la réorganisation de nos organismes régionaux et au niveau, sur même le plan médiatique. Beaucoup de leaders de l'USFP sont là pour intervenir chaque fois qu'on leur donne l'occasion d'intervenir. Et c'est ça le jeu démocratique. Parce que quand on passe une loi au vote, la majorité vote la majorité, vous n'avez rien à dire. Nous, on est très loyaux, nous sommes une opposition constructive et Bien. non pas une opposition destructive. Alice Boustan, une analyse sur la configuration actuelle du champ politique marocain, un hégémonisme d'un côté au niveau de la coalition au pouvoir et d'un autre côté un morcellement de l'opposition. Alors, C'est tout à fait ça normal. c'est ça qui est assez curieux dans la configuration actuelle, c'est qu'elle est déjà plus claire. Il y a trois partis de la majorité, donc qui contrôlent tout, aussi bien au niveau central qu'au niveau régional et même au niveau local. Une majorité ramassée, une majorité compacte, une majorité numériquement très intéressante, puisque les 2 tiers de la première chambre, donc c'est elle qui passe les lois, qui passe. Mais pour autant, c'est une majorité totalement hétéroclite que vient faire le PAM et l'Istiqlal avec le RNI, lequel PAM et l'Istiqlal était un an avant, avait signé un pacte. On se promettait tout pratiquement avec le PPS de C. Nabil Ben Abdallah. Et puis un an après, on se retrouve là-dedans. Abdelatif Ouabi, qui dit avant d'accepter d'être au gouvernement, qu'il ne sera jamais au gouvernement en dehors de la fonction de chef du gouvernement, c'est-à-dire qu'il remporte les élections. Il a répondu à cette Voilà. critique d'ailleurs. Parce que la question lui a été posée dernièrement lors d'un... Oui, il a réponse à tout, Abdelatif Ouabi. Oui, il a réponse à tout. Il a réponse à tout. Et c'est vrai que certains peuvent facilement être convaincus par ses arguments. Il a réponse à tout, il est convaincant. Oui. Il est convaincant parce qu'il est spontané, il dit les choses telles qu'il les pense, il est, comment on appelle ça, brut de coffrage ou de décoffrage. C'est quelqu'un qui est assez entier. Bon, maintenant, nous rentrons alors, la majorité. L'opposition, le problème qu'elle a, c'est que c'est une opposition qui aurait pu être intéressante avec des partis lourds, très très lourds historiquement. Le MP, nous en parlons, le PPS, l'USFP, le PJD. Mais c'est une majorité qui est hétéroclite, qui est éclatée, qui ne bouge pas beaucoup, alors qu'il bouge en interne. Vous, à l'USFP, vous bougez à Ibrahim à l'USFP, le PPS bouge au PPS, le PJD Chacun bouge dans son camp. Chacun bouge dans son coin, et donc forcément, la majorité a un boulevard devant elle. Maintenant, ça va devenir intéressant parce qu'on entre en 2025, dans 6 mois, ils vont commencer à préparer la dernière loi de finances de cette majorité. Et voilà, on va commencer à voir les choses se tirer et s'étirer très certainement. On va rentrer dans une période politique assez intense, en mouvement, et peut-être pas vraiment en idée, parce qu'en matière d'idées, il n'y a pas grand-chose, d'une manière générale. Vous savez bien. C'est vrai qu'à l'approche des élections, il sera on peut d'ores et déjà prévoir des mouvements de part et d'autre pour essayer, pour les uns et les autres, de mieux se positionner pour les prochaines échéances électorales. Je vous donne la parole, mais pas maintenant, parce qu'il est 8h, il est 9h15 sur Atlantique Radio, c'est l'heure de l'essentiel de l'info, avec Karim Droné. Les décodeurs d'Atlantique Matin, en ce lundi 13 janvier 2025, toujours avec Aziz Bousta et Brahim Rajdi. Avant de passer au deuxième sujet, ce sera une dernière question sur le premier sujet en lien avec les prochaines élections législatives 2026. C'est vrai que vous venez de le dire, Aziz Bousta, au cours des prochains mois et surtout au cours de l'année 2026, on verra facilement des mouvements, des alliances se faire et se défaire pour les prochaines élections. Mais compte tenu de la configuration politique actuelle, on a du mal à imaginer un chamboulement sur l'issue du prochain scrutin. Vous avez d'un côté une coalition, et un parti en l'occurrence qui mène cette coalition, qui est bien présent sur la scène politique nationale. Et de l'autre côté, au niveau des partis, notamment de l'opposition, une faible représentativité au niveau des institutions, que ce soit au Parlement, au niveau local et régional. Et donc, si on essaie de faire un jeu de projection d'ici 2026,
On a du mal, encore une fois, à imaginer un scénario ou un chamboulement de la configuration politique actuelle. Est-ce que vous partagez ce sentiment ou pas? Non, je commence par vous, parce que je connais la réponse de Brahim Rajdi. Alors moi, je veux peut-être vous étonner en vous disant que cette élection 2026 va être fondée comme celle de 2021 sur l'argent. Et uniquement sur l'argent. Comme partout dans le monde, je vous vois à quoi vous pensez, à quoi vous réfléchissez, qu'est-ce que vous imaginez comme couleur, le bleu du RNI. mais je ne parle pas que de cette couleur bleue, je parle de l'argent institutionnel pour les élections. Les élections aujourd'hui sont devenues sont fondées désormais sur les réseaux sociaux, sur Internet d'une manière générale, sur les visibilités, sur l'audience, sur les influenceurs, sur un certain nombre de choses qui marchent à l'argent. Et vous voyez bien qu'il y a de plus en plus de milliardaires qui prennent le pouvoir un peu partout dans le monde, ou de gens qui sont adossés à des milliardaires, parce que ça marche comme ça et ça marche uniquement comme ça. Et c'est pas possible, ça va être très difficile pour les autres partis de concurrencer le RNI, qui est un parti qui a énormément de moyens. Et donc là, ça va commencer dans pas longtemps. On se rappelle en 2021, ils étaient partout. Le RNI était véritablement partout. Il y a des chiffres qui étaient sortis, etc. Ce n'est pas illégal, mais ça phagocyte une élection. Ça prend une élection en otage pratiquement, et ça crée un problème pour le reste. Il y a des partis qui peuvent être extrêmement intéressants, mais qui n'ont pas les moyens de concurrencer ça. Et donc c'est ce que je pense qu'on verra en 2026. La tendance 2021 se confirmera encore plus. Maître Brahim Rajdi. Moi, je voudrais ajouter une chose, c'est que, en ce qui concerne l'USFP, nous sommes vraiment très avancés en matière de coordination avec les camarades du PPS. Nous avons une commission mixte qui travaille depuis au moins 2 ans. Pour revenir à votre question pour les élections futures, moi, je pense que le premier parti qui va gagner lors des prochaines élections, c'est le parti des abstentionnistes. Comme toujours. L'abstention, c'est une chose très grave pour la démocratie. Ah oui, mais c'est... En ce qui concerne, Ça change rien au résultat dans final. tous les pays du monde, les élections sanctionnent les partis politiques. Si vraiment vous avez appliqué votre programme, on revote pour vous, sinon on Pas vous tout. renvoie ailleurs. Pas toujours. Chez nous, le RNI s'est engagé à créer 1 million d'emplois durant 5 ans. Si vraiment il y a la perspicacité de l'électeur et si vraiment il vote, il va les juger sur les résultats. Mais comme ça a été dit par Aziz Bousta, j'ai peur que l'argent soit le maître de la scène politique. Et c'est pour cela que je reviens encore à une autre question. C'est la question des modes électoraux qui sont appliqués au Maroc. Il n'y a pas eu de réforme politique de la part de ce gouvernement-là. Et avec la pléthore d'organismes communaux, même conseil de la ville, conseil provincial, la région, il y a vraiment une gabegie en matière de dépenses dans le cadre des frais de fonctionnement. Je ne pense pas que le RNI va être le premier parti, parce que si vraiment il y a une application stricte de la loi, et si les Marocains assurent leur responsabilité en allant voter, je pense que ça ne va pas être le résultat. Ils feront leur choix. Ils feront leur choix et on verra. Et c'est pour ça qu'il faut mobiliser les Marocains pour aller voter. Oui, il faut aller voter, oui, ça c'est une certitude, on peut être d'accord là-dessus. Et il nous reste 10 minutes pour évoquer un autre fait d'actualité qui peut nous intéresser, qui doit nous intéresser d'une manière ou d'une autre. Il s'agit d'une information relayée en France par un média, le média La Lettre, qui a annoncé qu'un certain Emmanuel Bonne, alors qui est Emmanuel Bonne? C'est le conseiller diplomatique du président français Emmanuel Macron, et qui a présenté sa démission au président, le diplomate âgé de 54 ans. Si on en croire en tout cas les sources médiatiques françaises, s'est dit là fatigué des ingérences en tout genre dans les affaires étrangères, dans son domaine de prédilection au niveau de l'Élysée, et aurait fait part de sa volonté de quitter le navire. Pourquoi on en parle? Parce que d'autres sources médiatiques et diplomatiques nous expliquent et nous disent que ce Emmanuel Bonne était entre autres en charge de gérer les affaires étrangères de la France au niveau de la région qui nous intéresse, celle de l'Afrique du Nord. Certains le présentent comme non pas un amoureux, mais un fin connaisseur de l'Algérie. Et les esprits les plus chagrins estiment qu'il est plus rangé du côté de l'Algérie que du côté du Maroc. Est-ce que vous connaissez le bonhomme d'abord, Emmanuel Bonne? Est-ce que vous avez appris à le connaître en préparant cette émission? Et au fond, est-ce que ça nous intéresse, ça nous concerne directement? Aziz Bousta.
Ça nous concerne directement, non, parce que en général, les conseillers diplomatiques de l'Élysée et des chefs de l'État d'une manière générale ne sont pas véritablement connus du grand public, sauf peut-être des initiés et des connaisseurs. Nous, ça ne nous intéresse pas beaucoup parce que dans le cas français actuellement avec le président Macron, dans le cas de la préparation des missions, j'ai été voir, j'ai trouvé une phrase de Macron à qui on demande qui vous conseille. Il répond sur le ton de la boutade, mais Brigitte, bien entendu, rapport à son épouse. Et puis, pour être plus sérieux, il dit non, non, je me réfère à moi-même et je décide moi-même, je suis mon propre conseiller. On a vu le résultat. On a vu le résultat avec l'Australie, on a vu le résultat spectaculaire avec l'Afrique, on a vu le résultat avec les États-Unis, on a vu le résultat avec Zelensky en Ukraine au début de la guerre. Donc c'est une diplomatie qui ne marche pas. Et puis bon, en ce qui nous concerne à nous, Emmanuel Bonne était un homme de Le Drian, de Jean-Yves Le Drian, l'ancien ministre des Affaires étrangères, qui lui a un tropisme algérien prononcé. Emmanuel Bonne a aussi un tropisme algérien vu qu'il partait assez souvent en Kabylie. Donc, mais il a un tropisme algérien, même si la Kabylie et l'Algérie, ce sont deux choses, enfin deux notions distinctes. Et donc Emmanuel Bonne a dû pousser pour le tropisme algérien d'Emmanuel Macron. Au bout de 7 ans, Macron a décidé autre chose, le président Macron a décidé autre chose. Et je pense que c'est durable, que c'est définitif, que c'est véritablement pérenne. Oui. Et donc, il l'a d'ailleurs réaffirmé lors de... Il a réaffirmé, ce serait compliqué. Il y a bien entendu quelques députés à l'opposition qui sont au Parlement, qui sont contre la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur son Sahara, mais ils sont véritablement une poignée, une poignée. Donc c'est quelque chose de pérenne. Ça ne nous concerne pas, ça reste une affaire intérieure à la France. Je pense que Monsieur Emmanuel Bonne a dû recevoir une offre plus intéressante, vu que la présidence Macron, c'est ce qui se dit, c'est ce qui se suggère. Ce qui se dit aussi, c'est que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une crise diplomatique très étendue aujourd'hui entre la France et les Algériens, à coup de tentative d'influence à travers des trolls présents sur le territoire français. Et certains estiment que c'est un élément qui a fait en sorte que Emmanuel Bonne ait émis le souhait de quitter ses fonctions, étant donné le positionnement géostratégique et géopolitique que l'Élysée a fait dernièrement sur la question des relations entre le Maroc et l'Algérie. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Maître Belhamrach? Moi, je voudrais un petit peu nuancer ce qui a été dit. Je ne pense pas que Emmanuel Bonne soit le seul conseiller diplomatique du président Macron. Dans le cabinet du président Macron, il y a plusieurs conseillers diplomatiques. Personne n'a dit qu'il était le seul. Hein. Son domaine de spécialité, c'est l'Afrique du Nord et le Maroc et l'Algérie en l'occurrence. Était donc avec Le Drian, ce qui a été dit par Aziz est vrai. Mais ce qu'il faut remarquer, c'est que Bonne n'a pas démissionné par réaction au rapprochement entre le Maroc et l'Algérie. Pas du tout. Parce que le président de la République, M. Emmanuel Macron, consulte plusieurs personnes et à la fin, il prend la décision tout seul. D'ailleurs, dans son discours le 6 janvier devant les ambassadeurs français à l'étranger, il s'est attaqué à Elon Musk, s'est attaqué à l'Algérie, au Sénégal, et ce qui fait qu'actuellement, il y a une reconfiguration de la stratégie diplomatique de l'Algérie depuis le 30 juillet, depuis la lettre du 30 juillet envoyée à Sa Majesté le Roi et la position claire de la France sur l'affaire du Sahara, ce qui a entraîné une réaction très violente de l'Algérie, rappel de l'ambassadeur, etc. Cette crise algérienne aujourd'hui, la crise entre la France et l'Algérie aujourd'hui, n'est pas due seulement au rapprochement du Maroc et de la France, mais il y a plusieurs problèmes internes. N'oubliez pas que 80% du gaz naturel en France vient de l'Algérie. Mais attention, la France peut s'en passer. Parce qu'aujourd'hui, le marché du gaz naturel est surabondant. 80% du blé algérien est importé de France. Mais la France peut vraiment se désintéresser de la relation avec l'Algérie. Et même sur le plan économique, 80%. Permettez-moi d'apporter aussi, non pas de la nuance, mais de la contradiction. Vous dites que la France peut... Non, justement non. La preuve, c'est la réaction de la France après ce qui a été prouvé aujourd'hui comme étant une tentative manifeste du pouvoir algérien de s'ingérer, de s'immiscer, de déstabiliser à travers ces trolls sur Internet en France. Certains estiment que la réaction des autorités françaises reste relativement maîtrisée,
compte tenu du pouvoir d'ingérence et d'influence de l'Algérie sur le territoire français à travers la communauté algérienne présente sur son sol. Donc la France peut éventuellement faire comme si de rien n'était. Non, pas vraiment. Non, attention, parce que le président Macron avait utilisé une fois un mot une expression qui avait choqué le pouvoir algérien, la rente mémoriale. Rente mémoriale pour l'Algérie. C'était du off, mais aujourd'hui, rapporté par le journal Le Monde. Si on écoute la dernière intervention du ministre de la Justice, Darmanin, qui a dit que son grand-père est algérien, Darmanin. Et alors? L'actuel ministre. Oui, et alors? Il a dit qu'on ne peut pas permettre à qui que ce soit d'insulter. Oui, mais il y a les paroles et les actes. Oui, les actes. Je pense que le président de la République appelle à l'apaisement. Mais aujourd'hui, ce qui se passe entre l'Algérie et la France, c'est une crise diplomatique. C'est une crise diplomatique profonde. Mais je pense que l'opinion publique française est sont choqués par l'attitude de l'Algérie, par l'attitude d'un certain nombre d'influenceurs qui insultent la France. Mais ça, nous, on le sait. Et ce que certains disent aujourd'hui, c'est que les Français découvrent, pas les Français, mais certains découvrent la vraie nature de ce régime qui agit à coup de provocation, de tentatives d'ingérence, etc. Mais encore une fois, je vous pose la même question à Aziz Bousta. Une petite... rapidement. Macron avait utilisé le mot le système politico-militaire pour désigner l'équipe dirigeante. Certains estiment que la réponse de la France est trop faible par rapport aux provocations du régime algérien sur le sol français. Est-ce que vous partagez ce sentiment, cette analyse? Et si oui, pourquoi justement les autorités françaises ménagent la chèvre et le chou avec le régime algérien? Parce que c'est une histoire qui est douloureuse entre la France et l'Algérie, parce que c'est 132 ans d'occupation, parce que c'est actuellement 10% de la population française qui est binationale, franco-algérienne, parce que c'est le tiers ou le quart plutôt des Français qui sont actuellement concernés par ce qui se passe en Algérie, par la relation avec l'Algérie. C'est une relation qui est aussi historique que passionnelle entre les deux pays. Et donc, ce qui peut se passer d'un côté comme de l'autre peut effectivement énormément impacter la vie dans chacun de ces pays. Les Algériens, à leur manière qu'on peut critiquer, qui est une manière violente, qui est une manière brutale. Les Français, avec une manière qui n'est pas très claire, c'est-à-dire passer d'un extrême à l'autre, passer de la colonisation au crime contre l'humanité, Macron 2017 en campagne électorale, au pouvoir, à la rente mémorielle, le pouvoir politico-militaire. C'est une relation qui est erratique. Et pour l'opinion publique française, je termine là-dessus, elle aura eu l'occasion de voir un peu de faire la comparaison entre les réactions des deux pays dans leur relation avec la France. Pendant 3 ans, nous avions eu des relations ici au Maroc exécrables avec la France. C'est une diplomatie silencieuse, c'est pas d'insultes, c'est pas d'agressivité, ou alors une agressivité ou une offensive écrite, orale, médiatique ou diplomatique dans le silence. C'est pas les insultes, c'est tracer, c'est travailler, c'est faire voir les choses autrement en attendant que la France prenne une décision. Pas qu'elle décide de venir de l'autre côté, qu'elle prenne une décision. Elle a pris une décision, un point, c'est tout. Quand elle a pris cette décision, on a vu la réaction algérienne, qui est une réaction virulente, pour ne pas utiliser des propos qui pourraient gêner peut-être une nation, ou peut-être qui pourraient gêner en parlant d'un pays ou d'un chef d'État ou d'un gouvernement, mais une réaction particulièrement brutale, particulièrement violente et particulièrement menaçante. Là, on peut passer à de la violence urbaine. Et là, ça pose un problème. Je pense que l'opinion publique française et la France d'une manière générale et le monde va voir ce qui va se passer. Et c'est vrai que le terme employé... Et n'oublions pas que Trump arrive dans une semaine et qu'il y aura des changements aussi là-dessus. Je crois qu'on ne l'a pas oublié, que personne ne l'a oublié et que tout le monde attend la date fatidique du 20 janvier. Oui, c'est Rachdi, rapidement. Simplement, c'est que je prends la déclaration de Noël Barrot, ministre des Affaires étrangères français, qui a dit « La France aura d'autres possibilités de riposter si l'Algérie continue cette posture d'escalade ». Très bien, on va conclure là-dessus, sur cette dernière réflexion. Maître Brahim Rachdi, merci beaucoup, Maître. Merci à Aziz Bousta. À la prochaine. Le retour de l'information dans quelques instants pour le journal de 9h30 avec Karim Droni.